Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la place des écrans dans la vie de nos jeunes. Vous êtes plus de 500 personnes à vous être inscrites à ce webinaire. On vous en remercie. On sait que votre temps est très précieux et on est d'autant plus reconnaissant que vous preniez ce moment ce matin pour le passer avec nous et notre expert. Donc, pour quelles raisons on a choisi ce printemps de vous convier à ce webinaire? Bien, il y en a plusieurs. Bien, tout d'abord, les écrans occupent une place bien importante dans la vie de la majorité de nos jeunes sur plusieurs formes. C'était déjà bien présent pendant la pandémie. Ce fut encore plus important pendant la pandémie. Puis c'était important de prendre le temps de regarder et maintenant, qu'en est-il? Aussi, on considère que les écrans, ils peuvent avoir des effets. La consommation des écrans peut avoir un effet sur le bien-être, les habitudes de vie, la motivation scolaire de nos jeunes. Alors, ça fait plusieurs années qu'à Réseau Montréal, on s'intéresse à l'enjeu de l'hyperconnectivité de nos jeunes. C'est d'ailleurs notre troisième webinaire avec Jean-François Biron et nous sommes très heureux de cette collaboration qui nous permet de bénéficier de son expertise, de suivre l'évolution de la situation et des connaissances. D'ailleurs, le rapport de recherche qui va vous être présenté a fait l'objet de quelques articles dans les médias au cours des dernières semaines, puis on est très, très reconnaissant à la Santé publique de Montréal de venir le présenter là, en détail là, dans le webinaire ce matin. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un regard plus éclairé sur l'utilisation que nos jeunes Montréalaises et Montréalais font des écrans pour mieux guider notre réflexion et puis nos interventions. Alors, avant de commencer de vous présenter notre expert, j'aimerais vous donner deux informations utiles. Donc, il y aura une période de questions à la toute fin de la conférence, mais tout au long là, de notre webinaire, on vous invite à utiliser le module questions-réponses. Donc, on va compiler les questions que vous nous proposez et puis c'est avec plaisir là, qu'on pourra prendre un temps d'échange avec notre expert à la fin. Aussi, vous informer que notre conférence est enregistrée. Donc, vous aurez accès à un lien de rediffusion, euh, accès à la présentation et au rapport complet. Donc, à la fin de l'événement, un dossier documentaire va vous être envoyé contenant les liens à tout ce dont je viens à tout ce que je viens de vous présenter. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter notre expert, Jean-François Biron, à qui j'invite à ouvrir sa caméra, s'il vous plaît. Jean Ah, bonjour, merci Jean-François. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Jean-François Biron est un expert sur les dossiers de l'hyperconnectivité et des jeux de hasard et d'argent. Jean-François est agent de planification, programmation et recherche à la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Jean-François, merci encore de prendre un moment pour venir présenter les résultats là, de cette enquête à nos partenaires. On a bien hâte de t'entendre. Mais juste avant, pour les habitués des webinaires de Réseau Risque Montréal, vous vous en doutez certainement, on va débuter avec un questionnaire pour placer qui va nous permettre, avec Jean-François, de placer quelques notions sur l'hyperconnectivité. Puis ensuite de ça, on pourra plonger dans le portrait à proprement dit. Alors, première question qui vous est proposée. Donc, la cyberdépendance est un trouble de santé mentale maintenant reconnu par les grandes organisations médicales. Vrai ou faux? Hmm, OK, je pense que ça se stabilise. Merci. Donc, 75% de nos répondants ont répondu vrai. Mais qu'en est-il, Jean-François? Oui, ben en fait, c'est pas vrai. La cyberdépendance, en fait, c'est un terme qui est couramment utilisé, mais c'est pas très, très spécifique. Donc, quand on parle de cyberdépendance, souvent les gens réfèrent aux médias sociaux, aux jeux vidéo, à toutes sortes d'utilisations qui deviendraient problématiques.
Mais en fait, le seul problème qui est reconnu comme étant un problème clinique, là, un problème qui atteint un niveau vraiment de trouble de santé Mhm. mentale, c'est le trouble de jeu vidéo. Donc, c'est Ah vraiment oui. sur seulement le jeu vidéo. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a reconnu, là, je pense, en 2018. Et puis, je sais que c'est en étude, c'est sur le point de l'être. Il y a déjà des symptômes qui ont été identifiés par l'Association américaine de psychiatrie également. Donc, voilà. Ben, merci. Donc, on est encore au même point que quand on en a parlé pendant la pandémie, là, c'est encore que le jeu vidéo. Oui, absolument. On est Ouais. là. Ouais. OK. Alors, notre deuxième question. En matière de santé publique, quelle est la principale distinction entre le temps écran pour les études et le temps écran loisir, hein, parce qu'on distingue deux types de temps écran. Donc, ce qui les distingue, c'est le type d'activité réalisée en ligne, l'utilité du temps passé sur les écrans, la contrainte de réaliser la tâche attendue ou la possibilité de consacrer ce temps à d'autres activités. Donc, on vous laisse répondre. Oh, c'est pas mal plus, les avis sont pas mal plus partagés cette fois-ci, là. Ah, il y a quand même une grande tendance qui semble se dégager. Ça... Bon, OK. Je pense que Mireille, on peut afficher le résultat. Donc, merci. Donc, on a 47% de nos répondants qui indiquent que c'est le type d'activité réalisée en ligne. Puis en deuxième place, pratiquement nez à nez, vient la possibilité de consacrer le temps à d'autres activités, puis l'utilité du temps passé sur les écrans. Donc, comment on distingue les deux types, Jean-François? Ben, en fait, juste pour rassurer les participants là, là-dessus, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse là, dans le quiz. Là, mais la nuance, c'est on commence la question avec en matière de santé publique. Et donc, évidemment, la grosse différence en matière de santé publique, c'est que, en fait, le temps consacré aux études, il est nécessaire. On ne peut pas vraiment empiéter. C'est comme le temps pour le travail. Hein. Aujourd'hui, on est sur nos écrans, il faut gagner notre argent, faut réaliser nos activités. Donc, c'est du temps en principe, on ne peut pas couper. Donc, c'est pour ça que la bonne réponse en matière de santé publique, c'est que la possibilité de faire d'autres choses, elle est vraiment plutôt au niveau des activités de loisirs. Et donc, c'est là que quand on gruge trop sur ce temps-là, qu'il va avoir des impacts préjudiciables. Donc, c'est là, mais ceci dit, toutes les réponses là-dessus étaient quand même valables. Là. Voilà, quand même, rassurer tout le monde. Merci, merci, merci. Notre troisième question et dernière là, sur l'hyperconnectivité. À partir de combien d'heures faut-il s'inquiéter du temps écran de loisirs chez les adolescents? 2 heures, 3, 4 heures, plus de 4 heures, cela dépend. Donc, bon, ben, c'est pas mal bien partagé entre les trois dernières, les trois dernières réponses. Merci, de partager les écrans. Donc, qu'en est-il? Ben, ici, encore une fois, c'est comme dans le sujet des écrans. Hein? Il y a Des toujours des nuances? nuances. Oui, Oui, oui. c'est ça. En fait, je vous dirais la réponse qui est peut-être la moins juste, c'est, disons que les adolescents qui font moins de 2 heures par jour, en principe, c'est la recommandation, c'est ceux qui vont mieux. Ceci dit, c'est clair que si là où il peut y avoir une différence, c'est si ce 2 heures-là est vraiment sur des activités comme par exemple du gambling en ligne ou quoi que ce Hum. soit, il pourrait avoir des impacts, là, mais en termes d'habitude de vie, ce serait pas 2 heures, on ne devrait pas trop s'inquiéter. Là. À partir de ça, c'est encore une fois, donc le ça dépend est excellent. Le plus de 4 heures, il est bon aussi parce que, en fait, c'est quand on regarde à l'échelle de la population, c'est vraiment là-dessus là, qu'on l'a indiqué dans nos études antérieures où il y a vraiment, il commence à avoir une différence sur l'état de santé. Donc, voilà. Mais donc, le ça dépend est bon, le plus de 4 heures est bon. Et puis, disons, le 2 heures, le moins de 2 heures, il est peut-être un petit peu moins juste là, dans ce cas-là. Ouais.
Ben, merci beaucoup. C'était notre dernière question. Merci à tous et toutes de votre participation, de vous être prêtés là, à l'exercice. Puis maintenant, on va passer à la présentation des résultats de l'enquête sur l'utilisation des écrans et le bien-être des adolescents 1 an après la pandémie COVID-19. Jean-François, la Oui, parole est à oui. vous. Bon, d'un, merci beaucoup à Réseau Réussite Montréal là, de nous donner cette vitrine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui participent, donc on a quand même le souci c'est beau de faire des études et tout ça, mais c'est quand même assez important aussi après ça que ça serve. Puis on fait toujours un effort avec notre équipe là, de garder un côté scientifique, mais dans nos productions, que ce soit quand même vulgarisé, que ça serve, même quand on approche les jeunes, on veut qu'ils comprennent bien nos questions. Donc, ça vient compléter peut-être des études, des fois, qui sont faites par des chercheurs qui sont plutôt dans le monde très, très académique, où des fois, c'est un petit peu plus difficile de suivre, là. Donc, nous, dans le fond, on a vraiment cette préoccupation-là d'être branchés sur le terrain, puis en même temps en accord avec ce que la littérature scientifique montre. Donc, voilà. Donc, merci. Et je vais faire un petit partage d'écran. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Ici, on va finir ça. OK. Donc, c'est bon. Oups, je suis un petit peu trop loin là-dedans. Je suis un petit peu trop loin dans mes. Ah, voilà. OK. On est installé. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, ouais, ça, c'était ma petite introduction. Juste pour vous dire que cette étude-là, je vais l'expliquer plus loin, c'est la deuxième, mais c'est vraiment fait avec une équipe, là, même si c'est moi qui prends la parole et tout ça, je serais incapable de vous présenter s'il n'y avait pas toute l'équipe, tout le soutien qu'il y a derrière ça. On a des partenaires, je n'ai pas mentionné là, dans la présentation, mais on a aussi des partenaires, dont Réseau Réussite Montréal, la Maison Jean Lapointe qui nous a aidés, le Ciel, là, donc le bien-être numérique, c'est ça, donc, qui nous ont aidés aussi, et le CSDM aussi. Puis ces gens, la participation de ces gens-là a été très, très utile pour nous aider à aller sur le terrain, d'une part, mais aussi, elle a été très utile aussi lorsqu'on a mis en place le questionnaire au début pour s'assurer de bien parler aux jeunes qu'on était pour rencontrer pour mener cette étude-là. Donc, voilà. Donc, petit plan de présentation. En fait, comme ça fait, c'est toujours un peu difficile parce que ces temps-ci, moi, j'en ai fait plusieurs des conférences, donc j'essaie de diversifier un peu mon contenu, mais en même temps, je sais qu'il y en a que c'est la première fois peut-être qu'ils m'entendent. Donc, il y a des choses que des fois, je vais moins approfondir. Je vous invite à aller voir peut-être les publications qu'on a faites ou d'autres webinaires qui sont disponibles en ligne, là, si il y a des concepts que vous aimeriez voir approfondis. Donc, je vais faire plutôt un survol pour que quand même on soit capable de suivre lorsqu'on interprète un peu les résultats. Ça serait assez important. Donc, il y aura une petite partie là, où on va survoler les quelques concepts sans les approfondir pour les raisons que je viens de vous mentionner. Et évidemment, après ça, on va regarder l'étude montréalaise qu'on a faite sur l'utilisation des écrans, là, dont les résultats ont été diffusés il n'y a pas si longtemps. Donc, en gros, c'est ça. Euh, Bon, avant toute chose, quand même, je sais qu'on en parle beaucoup des écrans et que ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Euh, c'est sûr que nous, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Je pense que j'ai retracé ma première présentation à la santé publique. Je pense que c'est en 2008. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-dessus. Je travaille sur un autre dossier aussi, les jeux de hasard et d'argent, depuis encore plus longtemps. Mais disons que ça fait quand même un certain temps. Et puis, moi, j'aimerais quand même, peut-être que je le renommerai plus tard parce que c'est important de le nommer. Il y a effectivement deux côtés à l'utilisation des écrans. Il y a un côté où euh, vraiment ça peut créer toutes sortes de problèmes. On va regarder un petit peu. Donc, c'est ça qu'on va approfondir, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en somme, l'expérience des individus avec les écrans, elle est, de façon générale, elle est assez positive. Les gens ne vont pas sur les écrans pour se torturer, là, ils ont du plaisir.
avec ça. Ça s'inscrit maintenant dans les modes de vie, on va le voir un petit peu plus loin. Et évidemment, il y a tout l'aspect de l'accès aux connaissances, le divertissement, c'est pas mauvais pour la santé de se divertir là, quand c'est bien fait. Il y a toutes sortes d'applications, de choses qu'on peut faire qui s'inscrivent dans le processus de créativité. Quand on s'intéresse à quelque chose de spécifique, on peut facilement être en lien avec des gens de d'autres pays ou des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre voisinage, qui ont le même intérêt, puis on peut discuter de ça. Il y a toute l'histoire de la construction de l'identité aussi qui est là-dessus. Donc, c'est pas banal, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi, ben, même si on regarde de façon plus générale au niveau de la santé publique, les écrans, ils offrent quand même des leviers pour même contribuer là, à la qualité de vie, à la santé de la population. Donc, évidemment, les formations en ligne aux intervenants des services sociaux, il y a des applications qui pourraient aider les gens à faire de la cessation tabagique, etc. Ça permet aussi de faire des enquêtes et d'avoir des données, des fois administratives, beaucoup plus rapidement. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre de campagnes sociétales. Donc, la première des choses, c'est ça, je le dis au début parce qu'après ça, on va approfondir peut-être le côté sombre de la force. Donc, mais il ne faut pas perdre de vue quand même ce côté-là. Donc, ça serait quand même important, surtout au niveau de l'expérience des individus. Voilà. Euh, Même chose, en fait, juste pour montrer un petit peu ce point-là, ici, les données sont moins nombreuses là, que les données qui montrent le côté un petit peu plus positif parce que c'est moins inquiétant, ce côté-là. Mais quand même, je prends juste une diapositive pour montrer, ça c'est une étude qui a été faite aux États-Unis quand même, mais on voit quand même que on questionnait les jeunes sur leur expérience avec les médias sociaux. Et puis pour vous montrer que c'est pas que négatif, c'est pas vécu au niveau de l'expérience que de façon négative, c'est qu'on voit par exemple qu'il y a davantage de jeunes qui disent qu'ils se sentent plus populaires en raison de leur expérience avec les médias sociaux, qui se sentent plus confiants, se sentent plus satisfaits de soi-même. Donc, on voit qu'il c'est plus du côté positif au niveau de leur expérience. Puis, bon, au niveau, par exemple, ils se sentent moins seuls, ils se sentent moins déprimés et ils se sentent moins anxieux. Il y en a qui se sentent plus, là, mais on voit qu'il y a quand même. Donc, l'expérience des jeunes n'est pas que négative donc, c'est important de le mentionner. Bon, ceci dit, maintenant, on va aller plutôt dans le côté qui nous intéresse, de savoir, oui, mais c'est quoi ces impacts-là? Quand est-ce que c'est trop, tout ça? En fait, l'utilisation des écrans devient préjudiciable lorsqu'elle devient trop intensive, donc lorsqu'on est surexposé, lorsque ça prend trop de place ou lorsque c'est inadapté. Parce qu'on va le voir, le temps d'écran, la place que ça prend, ce n'est pas le seul paramètre. On peut pas en faire moins, en faire de façon raisonnable en termes de temps, mais l'utilisation qu'on va faire, elle va nous affecter. Par exemple, les médias sociaux, on sait que les jeunes, parfois, vont souffrir parce qu'ils se comparent, ça affecte leur estime et ça les rend anxieux. Pas tous, mais leur expérience est plutôt comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est pas une question de temps, c'est une question de contenu. Et sinon, bien évidemment, j'ai donné l'exemple là, pour moi qui connais un petit peu ça, là, au niveau si vous pariez tout votre argent en ligne, si ça se fait en 1 heure, ben, c'est plutôt inadapté. Et puis évidemment, parfois, quand on parle quand ça se transforme, quand ça arrive à devenir une dépendance, ben, à ce moment-là, c'est vraiment une utilisation qui devient inadaptée. Mais par ailleurs, on peut aussi en faire trop, et là, on s'inscrit plutôt dans les habitudes de vie. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des impacts aussi. Donc, voilà. Bon, donc, encore une fois, je survole rapide, je n'irai pas trop en profondeur, mais juste pour clarifier quelques termes. On entend maintenant, et puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé euh, à travailler là-dessus, quand on mettait le micro, quand on venait me parler un petit peu de cette problématique-là, tout le monde utilisait le terme cyberdépendance. C'était le terme qui était utilisé pour tout, là, dans le sens où s'il y avait une école qui s'inquiétait de la place des écrans, ben, on parlait de, bon, les jeunes sont tous dépendants et tout ça. Le discours a beaucoup évolué, heureusement là-dessus. Puis moi, je parlais à ce moment-là du contexte d'hyperconnectivité dans lequel on baigne. Donc, dans le fond, si l'hyperconnectivité comme thème et comme telle
c'est en fait plutôt le contexte dans lequel on vit. On est dans des organisations pour aller faire nos choses quotidiennes, qui nous demandent d'utiliser les écrans comme on le fait en ce moment, les transactions immobilières, tout ce qu'on fait, là, payer nos comptes, tout se fait en ligne. Donc, et ça s'est fait tranquillement. Donc, on est dans un contexte d'hyperconnectivité, puis évidemment, il y a tous les médias sociaux maintenant là, qui existent et tout ça. Et donc, c'est difficile maintenant de fonctionner en société sans écran. Donc, c'est pas impossible, là, mais c'est plutôt marginal. Et donc, ça, cette tendance-là, elle a augmenté avec la capacité des appareils, la bande passante qui devient plus puissante, qui nous permet de regarder des vidéos. Disons, au début des années 2000, ça prenait un certain temps pour télécharger une seule photo, alors que maintenant, on est rendu à se faire des choses en direct, là. Donc, quand même. Donc, voilà, je vais montrer la définition quand même de l'hyperconnectivité à une prochaine diapositive, mais c'est quand même le contexte de l'hyperconnectivité. De ça, maintenant, on parle d'habitude numérique, c'est-à-dire que dans ce contexte d'hyperconnectivité, dans le monde dans lequel on est, qui nous pousse à utiliser les écrans, ben, on développe des habitudes numériques et elles sont différentes d'un individu à l'autre, d'un groupe d'individus à l'autre. Donc, voilà, donc, on parle d'habitudes numériques comme on parle d'habitudes alimentaires, comme on parle, disons, c'est ça, d'habitudes au niveau des activités physiques. C'est comme ça maintenant qu'on peut en parler. Donc, les habitudes numériques découlent du contexte d'hyperconnectivité. Et ensuite, c'est maintenant qu'on va regarder un petit peu quand ça devient problématique. On a un côté qui est plutôt, on le regarde au niveau des habitudes de vie. Et à ce moment-là, quand l'utilisation devient intensive, lorsqu'on passe trop de temps sur les écrans, ce qui concerne beaucoup de gens, là, il y a quand même, dans différentes études, on est presque à une personne sur cinq qui aimerait diminuer ou qui essaie de diminuer son temps d'écran. Donc, c'est vraiment là, un peu comme on veut faire plus d'activité physique ou on veut avoir de meilleures habitudes alimentaires. Ça devient un petit peu comme ça. Et donc, évidemment, l'utilisation intensive, ben, c'est lié en fait à des mauvaises habitudes numériques et à des impacts négatifs et un moins bon état de santé. On va le voir plus loin. Et il y a l'autre côté qui touche peut-être moins de gens, mais qui est plutôt de l'ordre de vraiment du problème de santé mentale. Et c'est là qu'on parle de cyberdépendance et d'utilisation problématique d'Internet. En fait, l'utilisation problématique d'Internet, c'est plutôt le terme qui est, disons, favorisé, recommandé d'utiliser là, pour les cliniciens. C'est comme ça quand on intervient auprès des jeunes ou auprès des adultes qui ont que ça devient vraiment un trouble de santé mentale. Donc, c'est plutôt ce terme-là. Mais cyberdépendance, en fait, c'est utilisé beaucoup de façon courante. Et donc, c'est pas mauvais d'utiliser ce terme-là. Mais on est vraiment ça devient vraiment une maladie. Donc, c'est lié à une dysfonction sociale importante et des conséquences négatives sévères. Voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu de l'hyperconnectivité. Donc, c'est vraiment une perspective des écrans dans les habitudes de vie. Et donc, la notion d'utilisation saine ou équilibrée versus mauvaises habitudes numériques. Euh, En fait, ça, c'est la définition qu'on proposait en 2019 après avoir regardé l'ensemble de ce qu'il y avait dans la littérature. Là. C'est sûr que le dictionnaire maintenant offre une définition très simple là, qui est, disons, le fait pour un internaute d'avoir accès à Internet de façon quasi permanente par le biais des appareils numériques, tout ça. Donc, ça, ce serait la courte définition. Mais ici, nous, on propose vraiment de placer de l'intégration des technologies, de l'information dans les fonctions des organisations et des habitudes de vie. Et il y a un volet technique, c'est-à-dire que la condition, c'est que ça prend des appareils qui se parlent et qui communiquent et qui ont un langage commun qui permettent, dans le fond, un échange instantané des informations. Puis évidemment, sur le plan social, ben, c'est vraiment ce qui donne l'émergence à de multiples usages là, qui peuvent, comme on l'a montré, être vécus de façon positive ou vraiment entraîner des problèmes. Donc, en gros, c'est ça. Ici, ben, juste pour, avant de plonger plus loin, là, quand on regarde l'hyperconnectivité en lien avec, disons, la santé ou le bien-être, il faut regarder que dans ce contexte d'hyperconnectivité-là, ben, il y a des déterminants. Donc, il y a vraiment, les enjeux de santé vont varier en fonction du stade de développement des individus. Donc, évidemment, les enjeux de santé liés à l'utilisation des écrans ne sont pas les mêmes pour les 0,5 ans
que pour les enfants un petit peu plus âgés, et puis après ça pour les adolescents et pour les adultes. Donc, évidemment, je vais vous donner un exemple rapide, on s'inquiète davantage, par exemple, des impacts sur le développement cognitif, moteur, langagier, socio-affectif, lorsque le cerveau est en train vraiment de se configurer, les connexions sont en train de se créer. Et ça nous suit parfois certaines choses, certains. Disons que ça va nous suivre pendant très longtemps par ce qu'on a acquis pendant qu'on était tout petit. Donc, ça, c'est assez connu. Au niveau de l'adolescence, ben, on sait que c'est la construction de l'identité. Donc, l'enfant commence à prendre l'autonomie. Donc, les pères deviennent, les vis-à-vis deviennent peut-être prendre plus d'importance que quand on est un enfant où le groupe de référence, c'est vraiment la famille. Donc, je n'irai pas trop loin là-dedans, mais tout le monde doit comprendre que les enjeux de santé, ils vont varier en fonction du stade de développement aussi. Ils vont aussi varier en fonction de la personnalité des gens. Donc, on n'a pas tous le même intérêt pour l'utilisation des écrans. On n'a pas tous même certaines vulnérabilités. Là, quand on a moins d'autocontrôle, on devient plus vulnérable peut-être aux stratégies de marketing qui vont être là. Donc, la construction des usages et des habitudes numériques va se faire avec un environnement, les normes sociales, le marketing, ce qui nous est offert et également le stade de développement de l'individu. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, le temps d'écran est en lien avec la qualité de vie, là, et, la santé et la qualité de vie. On entend souvent c'est ça, parler de bon, le temps d'écran, c'est vraiment le terme, comme j'ai dit un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, c'est quand même un indicateur qui est intéressant à l'échelle des populations, mais qui comporte des limites. Moi, souvent, les gens m'en parlent, mais c'est un indicateur lorsqu'on l'applique au niveau de la population, qui nous donne des bonnes informations. Au niveau des individus, il y a des limites parce qu'il y a la notion de contenu aussi là, qui est pas prise en compte. Donc, ça ne prend pas compte notamment des enjeux spécifiques. Jouer à des jeux vidéo, ce n'est pas la même chose que de regarder des documentaires sur, bon, je ne sais pas si on s'intéresse aux animaux, par exemple, ou aux planètes, tout ça. Donc, ça n'est pas exactement la même chose et ça n'a pas non plus les mêmes risques. Donc, le temps d'écran ne va pas nécessairement nous informer là-dessus. Puis évidemment, quand on a plus de temps disponible, ben, les impacts sur par exemple, je donne souvent l'exemple d'une mère monoparentale qui a très peu de temps pour elle-même. Bien, le temps qu'elle va consacrer aux écrans va amener davantage d'impact que, disons, quand on est en vacances et on dispose de beaucoup de temps. Donc voilà, ça a des limites, mais c'est quand même intéressant. Et les études un peu partout, là où il y a un consensus, c'est vraiment lorsque le temps d'écran est intensif. Je vais en reparler aussi un petit peu plus loin. Donc, quand on est exposé de façon intensive ou lorsqu'on utilise les écrans de façon très importante, c'est là qu'on voit vraiment des impacts. Donc, le fardeau est bien démontré là-dessus maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Ça ici, ce n'est pas des résultats de l'étude qu'on a menée sur les adolescents, mais c'est juste pour vous montrer vraiment que maintenant, c'est assez bien établi là, que le temps d'écran là, est associé à des impacts sur la santé. Il y a d'autres études maintenant qui le montrent. Nous, quand on l'a montré, il y avait peu d'indicateurs psychosociaux ou de qualité de vie qui avaient été utilisés. On était souvent dans des trucs qui étaient plus d'ordre de troubles de santé mentale et tout ça. Donc, c'était peut-être moins clair, les résultats. Mais là, maintenant, c'est quand même assez clair. Et puis ça, c'est juste pour vous dire, là, c'est une étude qu'on a fait, je pense qu'il y avait 13 000 répondants. C'est très, très gros. Fait qu'on a pu faire des analyses très, très approfondies là-dessus. Mais on voit quand même que ceux qui font moins de 2 heures par jour, c'est vraiment ceux qui présentent des meilleurs indicateurs de santé et de qualité de vie. Je ne les nommerai pas tous, là, mais si on en regarde quelques-uns là, au niveau du sommeil, on voit que ceux qui font plus de 4 heures, ben, il y a vraiment dans cette population-là beaucoup plus disons, d'impact au niveau de la santé perçue. L'insatisfaction dans la vie, c'est le double si on compare par rapport à ceux qui font moins de 2 heures. Le sommeil aussi, là, on a 40 41 qui dorment, qui ne font pas les recommandations pour le sommeil. Donc, il y a des grosses différences là-dessus. Donc, ça a déjà été démontré. C'est disponible là, je pense, dans l'étude s'appelle La santé et la population, les écrans et la santé de la population à Montréal. Vous pouvez facilement trouver ça. Donc, c'est élaboré là-dedans.
On voit quand même ça. Ici, même chose au niveau des indicateurs, au niveau des ressources personnelles et sociales. Donc, encore une fois, la population de sixième année. Donc, on voit que ceux qui font moins de 2 heures, l'efficacité personnelle est plus élevée, résolution de problèmes aussi se porte mieux, l'autocontrôle aussi, de bonne différence avec ceux qui font plus de 4 heures. Empathie. Donc, on va quand même, puis pour le scolaire, évidemment, là, le risque de décrochage est élevé et est plus élevé, en fait, pour les plus de 4 heures. Donc, même chose pour les activités physiques, on voit que nos moins de 2 heures en font moins. Donc, ça, c'était pour les sixièmes années. Mais on a aussi pu le faire avec un échantillon assez de bonne qualité là, chez les adultes. Puis on voit encore une fois, ça va dans le même sens. Nos plus de 4 heures, là, vraiment, on voit des impacts. Je dirais pas trop, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, là, mais regardez, si on regarde la santé mentale, la mauvaise santé générale, là, on voit nos plus de 4 heures se portent quand même moins bien là-dessus. Des tests psychologiques aussi, là, on voit que c'est presque le double là, dans le groupe de plus de 4 heures, là, des tests psychologiques. Donc, voilà, c'était pas les résultats de l'étude sur les jeunes, c'était vraiment juste pour montrer le lien entre le temps d'écran intensif là, et l'état de santé. Et bon, la littérature va dans ce sens-là aussi, là, ailleurs dans le monde. Donc, voilà. Ce qui m'amène, je vais regarder voir si ma gestion du temps est quand même correcte. Je pense que oui. Euh, Ici, ben, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est l'étude qu'on a faite. Donc, je remercie évidemment mes collègues, là, Émilie Duplessis-Brochu, qui travaille avec moi depuis maintenant plus d'1 an et puis bon, qui est là pour contribuer aux réflexions puis aux textes et tout ça. Michel Fournier aussi, qui est le statisticien avec qui je travaille depuis plusieurs années. Pierre H. Tremblay, qui lui était pédopsychiatre, qui est à la retraite maintenant, mais qui demeurait avec nous pour compléter l'étude. Donc, merci à mon équipe, c'est important de le dire. Dans le fond, le contexte, c'est qu'il y avait beaucoup, pendant la pandémie, il y avait vraiment beaucoup de préoccupations. Je pense que tout le monde ici, tous les auditeurs doivent le savoir. Il y avait vraiment au niveau de l'utilisation des écrans pendant la pandémie, parce que, évidemment, là, les jeunes, les activités étaient restreintes et l'utilisation des écrans était très encouragée. Donc, nous, on a vraiment eu beaucoup de demandes, là. Il y avait vraiment des inquiétudes. Puis, comme il n'y avait pas de données disponibles, on a décidé de mobiliser des partenaires puis de regarder ce qu'on pouvait faire pour répondre à certaines questions. Et puis, évidemment, il y avait aussi des inquiétudes sur la santé globale des jeunes au-delà des écrans. Donc, c'est sûr que nous, on avait besoin d'avoir les deux là, pour pouvoir bien comprendre aussi les résultats qu'on était pour obtenir. Donc, dans notre première étude qu'on a menée pendant la pandémie, qui a été publiée, vous pouvez la trouver, là, encore une fois, assez facilement. On a vu qu'il y avait un fardeau qui affectait vraiment les adolescents pendant la pandémie. Là. Les indicateurs étaient quand même assez élevés là-dessus. Donc, il y avait au niveau des inquiétudes, l'activité physique, la motivation scolaire, tout ça, on voyait qu'il y avait quelque chose là, et il y a évidemment des études qui ont été publiées depuis qui montrent la même chose qu'on a trouvé à ce moment-là, maintenant, là. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc voilà, et on a aussi vu, comme d'autres études le montrent aussi, que l'utilisation des écrans s'est beaucoup intensifiée pendant cette période-là. Donc, ça nous amenait à pourquoi mener une seconde étude? Ben, en fait, c'était parce que euh, ça allait de soi qu'on voulait vérifier qu'est-ce qui restait. Est-ce que l'espèce de bond, ce bond au niveau de l'intensification va demeurer? Donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'était comment vont nos jeunes, tout ça. Ben, on voulait savoir. Ce qui est important de noter, c'est que quand même, pendant la pandémie, on a pris nos données de 2021, ça faisait quand même longtemps que la pandémie était là, il y avait une fatigue pandémique, les gens étaient tannés, donc c'est vraiment un moment critique. Donc, c'est une situation d'exception. Donc, il faut quand même retenir ça quand on va comparer les données. Et donc, on a reconduit l'étude en 2023 pour voir comment la situation avait évolué. Donc, rapidement, la méthode, vous pouvez la voir dans le rapport de façon plus détaillée. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais on a environ 1000 répondants, des jeunes de 14 à 17 ans, un questionnaire d'une dizaine de minutes.
On a une méthode où on a utilisé, on a recruté des jeunes par un panel web. En fait, c'est les enfants de panélistes qui ont répondu. Et on voulait quand même pour avoir, disons, parce que parfois les panels web ont un certain biais de sélection quand même, là. Donc, on a demandé à nos partenaires pour aller dans les classes directement. Donc, ce n'est pas par boule de neige ou quoi que ce soit, là. C'était vraiment comme on a choisi certaines écoles dans différents secteurs de Montréal pour aller dans les classes, demander de répondre aux questionnaires. Et puis, les jeunes, la plupart étaient bien contents d'y contribuer. Donc voilà, donc ça nous donne des bons repères sur les phénomènes étudiés. Ceci dit, ce n'est pas un échantillon probabiliste. Et donc, il y a quand même, ça vient avec des limites de représentativité, mais on est assez confiant là, de ce que ça nous donne comme résultat. Voilà. Donc, les résultats. Donc, la première chose, c'est le niveau des indicateurs de bien-être chez les adolescents montréalais. Donc, ici, on ne parle pas du temps d'écran. Quand on compare ce qu'on avait pendant la pandémie versus en 2023, on voit que nos données suggèrent que les jeunes vont mieux que pendant la pandémie. On a quand même fait ouf. Ça aurait été triste que dans ce contexte anxiogène de la pandémie, les jeunes demeurent aussi, les jeunes qu'on a sondés après sont aussi, disons, mal en point. Ça aurait été un petit peu triste. Mais bon, on ne contrôle pas les données, mais là, on voit quand même que le moral, là, il y a quand même les données suggèrent que le moral est vraiment mieux en 2023. Au niveau de l'insatisfaction dans les relations est beaucoup moins élevée. Et puis l'insatisfaction de la vie en général, qui est un indicateur qui est quand même utilisé dans beaucoup d'enquêtes, là, on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui sont insatisfaits de leur vie en général que pendant la pandémie. Et évidemment aussi, la façon dont les jeunes évaluent leurs résultats scolaires, on voit aussi là, que c'est mieux après la pandémie. Donc, quand on regarde le portrait global, là, ça suggère que les jeunes en 2023 vont mieux que pendant cette période plutôt désagréable de la pandémie. Donc, voilà. Au niveau du temps d'écran, euh, en semaine, puis j'apporterai des nuances un petit peu plus loin. Évidemment, le temps d'écran qu'on a mesuré, nous, il exclut le temps pour l'école et les travaux scolaires. Donc, ça, il faudrait que tout le monde le note, là. Et puis, on voit aussi que si on regarde ceux qui font moins de 2 heures, bien, il y en a quand même pas mal plus qui font moins de 2 heures, donc qui suivent la recommandation. C'est pas beaucoup. On est loin d'être dans une situation idéale, mais quand même, on voit quand même qu'il y a une amélioration là, par rapport à cette situation exceptionnelle qui était qu'on a mesurée à un temps vraiment difficile. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'est amélioré par rapport à des données qui dateraient d'avant la pandémie. Malheureusement, les indicateurs ne sont pas comparables, on n'en a pas. Mais pendant la pandémie, on voit qu'il y a quand même une amélioration. On voit qu'il y a moins de jeunes là, qui font du 5 heures et plus, et puis du 4 à 5 heures et plus. Il y en a quand même, c'est sensiblement différent. Euh, pour le temps d'écran, la fin de semaine, puis encore une fois, j'amènerai des nuances bientôt, on voit qu'il y a aussi davantage de jeunes qui font moins de 2 heures. C'est beaucoup, là, il y en a beaucoup qui font moins de 2 heures. Bon, évidemment, nos 5 heures et plus, il y en a encore, il y en a beaucoup, mais une des choses qu'il faut peut-être mentionner, c'est qu'il y a une différence entre les jeunes qui font beaucoup de temps d'écran la fin de semaine et la semaine. Et puis, en fait, je vais aller tout de suite. Je pense que les gens ont bien vu là, qu'il y avait quand même une différence aussi, là, que c'était mieux. Ici, en fait, les grands utilisateurs de semaine et les grands utilisateurs de fin de semaine, il y a une différence. C'est-à-dire que, bon, l'utilisation intensive, telle que nous, on l'a mis, on l'a, disons, identifié dans le cadre de notre étude, on a mis ça à 5 heures et plus à tous les jours. Ceux qui font 5 heures et plus à tous les jours. Et puis, pourquoi on a pris 5 heures plutôt qu'un seuil de 4 heures? C'est parce que, bon, faut mentionner que les adolescents et les jeunes adultes, c'est les plus grands consommateurs d'écran dans les données qui sont disponibles un peu partout, là. Et dans le fond, comme on était pendant la pandémie, si on avait mis le seuil à 4 heures, ça ne fonctionnait pas au niveau de la distribution dans notre échantillon. Donc, on a dû adapter notre échantillon pour pouvoir faire les analyses. Donc, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une nouvelle norme qu'on établit. Je pense que le 4 heures, il tient encore la route.
mais dans le cadre de nos travaux, il fallait le faire pendant la pandémie. Et comme on faisait un comparatif avec la pandémie, on a conservé ce seuil-là pour notre temps 2 de cette étude-là. Donc, juste pour clarifier les choses ici. Et on voit qu'il y a quand même eu une diminution, peut-être pas aussi importante que l'ensemble du temps d'écran. Au niveau, c'est comme si les utilisateurs intensifs sont plus durs à faire diminuer, là. Donc, on le voit. Mais si on revient à nos utilisateurs de fin de semaine, il y en a près de la moitié là-dessus. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup d'écran la fin de semaine, mais qui en font pas beaucoup, qui en font moins la semaine. Et alors que nos utilisateurs qui font 5 heures et plus en semaine font presque tous 5 heures et plus la fin de semaine. Donc, moi, ce que je dirais aux chercheurs, aux étudiants qui s'intéressent au phénomène en ce moment, là, ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais c'est que si vous avez le choix, utilisez le temps de mesurer le temps la semaine, parce que ça nous dit vraiment nos intensifs, ils vont sortir la semaine, puis c'est les mêmes en gros que la fin de semaine. Donc, c'est peut-être un petit cue en passant. Donc, on a vu un petit peu, là, je reviens maintenant avec l'état de santé, l'utilisation intensive et l'état de santé dans notre population adolescente à partir de cette étude-là. Donc, vous voyez en rouge-rose, là, en tout cas, dans le graphique ici, pas dans le graphique, mais dans le tableau, on voit quand même, on a mis nos indicateurs qu'on a mesurés. Et puis, on voit quand même ceux qui font une utilisation non intensive versus nos intensifs. Donc, 5 heures et plus à tous les jours, la semaine et la fin de semaine. C'est beaucoup, j'en conviens. Mais on a comparé évidemment sur différents indicateurs et puis ça va exactement dans le même sens que ce qu'on a trouvé dans nos travaux antérieurs. Donc, les preuves s'accumulent. Donc, la santé mentale au passable, là, il y a 13 points de différence entre nos répondants de 2021 et 2023. Le moral, vous voyez, c'est des grosses, grosses différences. Même chose, insatisfaction de sa vie en général, il y en a 2 fois plus, là, c'est à 8% au niveau de l'utilisation intensive et tout ça. Donc, peut-être ce qui intéresse, sans tout passer les indicateurs ici, peut-être que si on regarde motivation pour les études faibles ou très faibles, peut-être que là, on a un 20 points d'écart là, entre nos répondants de 2021 et 2023. Oups, je m'excuse, c'est pas vraiment 2021-2023, là, j'ai fait une petite erreur. C'est entre nos utilisateurs intensifs et nos utilisateurs non intensifs. Excusez-moi, il y a peut-être trop de chiffres dans ma tête. Oui, c'est ça. Donc, si on compare nos utilisateurs intensifs, par rapport à la motivation scolaire, il y a beaucoup plus ils sont beaucoup plus nombreux dans nos utilisateurs intensifs à avoir une plus faible ou très faible motivation scolaire. Donc, c'est quand même. Puis au niveau des résultats scolaires faibles ou très faibles, on voit aussi qu'il y a un écart assez important entre nos utilisateurs intensifs et l'utilisation non intensive. Donc, voilà. Encore une fois, le point est quand même bien marqué, là. Donc, d'où l'intérêt de vraiment, disons, travailler pour avoir une utilisation plus modérée des écrans, parce que là, vraiment, les données le montrent très bien. Ça, c'est les impacts auto-déclarés par les adolescents dans ce graphique. Donc, là, c'est sûr que les indicateurs sont sensibles, c'est parfois ou souvent, parce que nous, on voulait vraiment comme montrer la différence entre nos répondants de 2021 pendant la pandémie et ceux de 2023. Donc, c'était plus important d'avoir un seuil sensible. Euh, Sauf que ça nous donne des proportions quand même assez élevées. Donc, quand même, juste une petite nuance ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le contexte de la pandémie, il y a 2 choses à retenir. C'est qu'on voit qu'il y a une influence du contexte de la pandémie sur les impacts autodéclarés. Il y a des choses qui vont bien avec le contexte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, pandémie ou pas pandémie, les écrans, ça a vraiment des impacts et les jeunes en sont conscients. Et ça, c'est intéressant parce que c'est eux qui nous le disent, là. Et donc, ça nous donne un portrait qui nous demande à ne pas faire trop preuve d'optimisme par rapport aux données qu'on vous présente. C'est-à-dire qu'on est content
que la situation, c'est que les jeunes aillent mieux, mais par rapport aux écrans, oui, il y a une diminution, mais on voit que les impacts sont quand même assez importants. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail encore à faire et il y a lieu d'être préoccupé. Et puis, si on regarde dans le fond les différences, on voit que au niveau d'apprendre des nouvelles choses, ben, les jeunes s'en servent, après la pandémie, déclarent quand même qu'ils s'en servent euh, plus pour apprendre de nouvelles choses, mais c'est peut-être qu'ils étaient tellement sur leurs écrans pendant la pandémie que, bon, ça se reflète peut-être là, maintenant, ils le font en dehors, disons, de leurs études. Mais ce qui est très clair, c'est que les jeunes sont moins tannés des écrans que pendant la pandémie. Et donc, ça, on le comprend. Ils étaient un petit peu poussés là-dessus. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais on a quand même un levier. Ça veut dire que comme il y a des jeunes qui disent qu'ils sont tannés des écrans, ben, ça veut dire qu'ils sont peut-être plus réceptifs disons, si on leur offre des alternatives ou en tout cas, ils ont au moins conscience là, que ça prend beaucoup de place. Euh, L'autre bout, c'est maintenir les relations. Ben, c'est clair que c'était vraiment important, les médias sociaux et les appareils numériques pour maintenir les liens pendant la pandémie. Donc, cette différence-là tu sais, était assez prévisible, mais on est content que ça se reflète. C'est un des grands constats, en fait, comment le contexte se reflète au niveau des impacts et des comportements. Donc, voilà. Je ne ferai pas le tour de tout, là, mais en gros, là, on voit que dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que les impacts des écrans sont encore très présents, mais que, bon, il y a certaines choses qui ont changé en raison du changement de contexte dans lequel les jeunes évoluent maintenant. Voilà. Euh, Aussi, on a essayé de fouiller le type d'utilisation parce que c'est une des choses au niveau scientifique où on était un petit peu là, de dire, y a-t-il des types d'utilisation qui sont plus problématiques? Y a-t-il des caractéristiques? Est-ce qu'il y a des choses? Puis à ce niveau-là, pas grand-chose qui. Ben, en fait, il y a des choses intéressantes qui ont sorti, mais ça n'a pas nécessairement. C'est pas sorti comme on l'avait prévu. Donc, quand même, je vous donne les résultats. Euh, les types d'utilisation des écrans par les adolescents, ben, en gros, là, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, ils font un paquet de choses souvent. Et donc, regardez l'indicateur ici, c'est souvent ou très souvent. Puis on a sorti, là, on a essayé de regarder en gros qu'est-ce que les jeunes faisaient, là. Puis ben, évidemment, le visionnement de vidéos, c'est 84 des jeunes qui disent le faire souvent ou très souvent. Les médias sociaux, c'est les trois quarts, plus de la moitié pour les jeux vidéo, souvent ou très souvent. Donc, ils ne font pas qu'une chose, ils font beaucoup de choses. Et évidemment, c'est d'information nouvelles aussi, c'est moins répandu là, chez les adolescents. Et tout autre usage, mais là, c'est évidemment, là, ça peut être les webinaires, ça peut être les entraînements, ça peut être toutes sortes de choses là, qu'on ne pouvait pas aller dans le trop spécifique. Fait en gros, ça nous dit un peu ce que les jeunes font, mais encore une fois, on retient que c'est souvent ou très souvent. Ça veut dire que c'est vraiment, on parle d'habitude numérique ici. Et pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, on a aussi demandé c'est quoi l'activité principale. Parce que comme on voit que les jeunes font un peu de tout, ben, on voulait quand même essayer d'avoir un profil peut-être, là. Et puis, bon, évidemment, à ce moment-là, on voit que les sites d'information de nouvelles, ça perd beaucoup de popularité là, quand ça devient l'activité, on parle de l'activité principale, mais les autres deviennent quand même c'est assez distribué, là. Le visionnement de vidéos demeure très important comme utilisation principale, les médias sociaux, interagir ou consulter les médias sociaux, le jeu vidéo. Mais il y en a quand même près de 1 sur 5 qui n'est pas capable d'identifier l'utilisation principale. Il fait un peu de tout. Donc, et évidemment, nos gens qui font visionnement de vidéo font aussi un peu de tout. Donc, on parle vraiment d'habitudes numériques qui sont diversifiées. C'est rare les jeunes qui feraient une seule chose. Et puis, comme on l'a vu, les jeunes le font souvent ou très souvent. Donc, voilà. Euh, Ici, une information intéressante, parce que, bon, il y a plusieurs informations, des fois, qui circulent dans l'espace public, là, tout ça, mais on voit quand même que quand on regarde l'utilisation, le genre des répondants en fonction de l'activité principale qui a été déclarée, on voit que le jeu vidéo est vraiment beaucoup plus investi par les individus de genre masculin. Et c'est plutôt le genre féminin là, au niveau des médias sociaux, là. Il y a vraiment une différence. Pour le reste, ben, visionnement de vidéo un petit peu plus féminin et un peu de tout, un petit peu plus masculin. Donc, c'est moins marqué, là, mais quand même intéressant. Ça confirme quand même un certain nombre d'observations des gens sur le terrain, tout ça. Mais c'est le fun de voir où est-ce qu'on en est. Euh, c'est là ici où on a été un petit peu surpris.
Et puis, en même temps, quand on réfléchit, c'est pas si surprenant. Donc, ça nous amène un éclairage. Désolé, c'est pas très clair ce que je vous dis, là. Mais en fait, on essayait de voir, est-ce qu'il y a un type d'utilisation qui est vraiment plus lié à des excès ou à une utilisation intensive? Et puis, dans le fond, là-dessus, nos résultats ont été disons, peut-être pas convaincants, mais moins, disons, ils sont pas sortis comme ce à quoi on s'y attendait. Disons qu'on va s'en tenir à ça. Puis une des raisons, c'est ce que je vous ai nommé plus tôt, c'est qu'en fait, comme les jeunes font beaucoup de choses, ça devient difficile d'identifier une seule chose. Et donc, c'est-à-dire que la personne qui joue aux jeux vidéo, ben, elle fait aussi beaucoup de visionnement, elle fait aussi d'autres choses. Et donc, ça devient un petit peu difficile là, quand on est dans les habitudes de vie. Si on regarde au niveau de la dépendance, où vraiment, là, ça va être beaucoup plus extrême, les impacts et le temps passé, puis la façon de, de les identifier serait différente. Là, peut-être que on aurait d'autres choses, mais en ce moment, ce que ça nous dit, c'est que oui, il y a plus d'utilisateurs intensifs là, parmi les adeptes de jeux vidéo, puis parmi les adeptes de médias sociaux. Donc, il y a des pistes et ça va avec ce qu'on retrouve là, au niveau des études un peu plus cliniques. Mais ceci dit, il faut faire attention de ne pas. C'est pas parce qu'un jeune joue à des jeux vidéo que nécessairement là, il y a une grosse différence, là. Donc, faut juste être prudent quand on s'adresse aux jeunes et savoir qu'ils font un peu de tout. Et puis oui, une petite prudence là, pour les jeux vidéo, médias sociaux, mais quand même avec nuance. Voilà. En gros, quelques points à retenir de ce que je vous ai présenté. Je n'ai pas regardé le temps, j'espère que je suis correct, là. Je me suis comme laissé aller dans les résultats. Euh, Quelques points à retenir. Ben, en fait, ce qu'il faudrait retenir, à part, évidemment, il y a un paquet de petits trucs là, que vous pourrez approfondir vous-même en regardant le rapport, puis il y a des informations qui sont plus intéressantes, mais en gros, c'est vraiment les habitudes numériques maintenant sont considérées comme un déterminant de la santé de la population. Nous, dans notre mise à jour du plan d'action régional intégré là, de santé publique, on a inclus dans la dernière mouture les habitudes numériques. Et donc, c'est évidemment sur la base des travaux récents qu'on a fait là-dessus. Et puis donc, on considère vraiment que c'est un déterminant de la santé de la population. Et ce que nous montre, en fait, cette étude-là, ce qu'il faut retenir, c'est on voit à quel point le contexte social et l'environnement influencent les comportements parce que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation qui a été notée dans nos travaux et ailleurs. Et là, évidemment, nous, on a montré en 2023 qu'il y a eu quand même une différence au niveau du comportement, c'est-à-dire qu'il y a moins le temps d'écran a baissé, est encore très élevé, là, on ne se le cachera pas, mais il y a eu une amélioration. On voit aussi une amélioration au niveau de la santé, le bien-être, la santé mentale des jeunes aussi par ça. Donc, le contexte, c'est quand même un déterminant important. Et ce que ça veut dire en même temps, ça veut dire que si on a fait cette démonstration-là, ça veut dire que les leviers au niveau des normes sociales, au niveau de fournir des environnements aux jeunes qui favorisent une utilisation équilibrée, c'est aussi un levier. On peut dire aux jeunes d'en faire moins. On peut configurer nos appareils de façon à ce qu'on soit moins sollicité. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites au niveau de l'individu. On peut informer aussi des conséquences et tout ça, mais quand même, il y a le levier environnemental, c'est-à-dire d'offrir peut-être des espaces sans écran, dans les familles, peut-être de dire, OK, à table, on ne répond pas, on met nos écrans de côté. Tu sais, développer des environnements qui nous permettent d'en faire moins. Donc, ça, c'est peut-être une des choses qui ressort, là, en tout cas, qui semble appuyer les résultats qu'on a. L'utilisation intensive des écrans, ben, c'est une préoccupation de santé publique. Là. Je pense que les données que je vous ai présentées le montrent, mais il y a des études aussi ailleurs dans la littérature qui deviennent, on en parlera un petit peu plus loin, mais qui le montrent. Donc, c'est vraiment associé à des impacts négatifs au niveau de l'activité physique, le sommeil, la motivation pour les études, les relations avec l'entourage et autres. Donc, quand même, c'est une préoccupation de santé publique. Et à la lueur des résultats aussi de ce qu'on a eu comme échange avec les jeunes et aussi en parlant avec nos partenaires, c'est qu'on peut difficilement aborder ce sujet-là sans faire fi de l'expérience positive et négative. Euh, Si on veut faire des interventions au niveau de l'utilisation pour diminuer l'utilisation intensive ou pour favoriser
une utilisation consciente et équilibrée des écrans chez les adolescents. Il faut quand même tenir compte de l'expérience qui n'est pas que négative. C'est un petit peu ce que je voulais amener au départ. Donc, et là-dessus, il faut prendre compte qu'ils ont des habitudes numériques maintenant qui sont diversifiées et bien ancrées. Donc, c'est vraiment des... Il y a aussi des automatismes là-dedans. Et il y a aussi prendre en compte qu'il y a de nombreux adolescents qui sont conscients des impacts négatifs. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider là, disons, à avoir une utilisation qui est, disons, plus positive, plus adéquate. Donc, voilà. Quelques références. Là, je le sais, je vous le dis tout de suite, là, je le sais qu'il y a un paquet de choses qui ont été démarrées dans les dernières années. Il y a plein d'organismes là, qui travaillent, qui font probablement du bon travail. Moi, je vous donne ici quelques références. C'est un petit peu, c'est les grands acteurs peut-être, mais je ne voudrais pas, disons, euh, je voudrais pas mettre de côté un paquet de gens qui font peut-être maintenant des interventions mais dans différentes régions ou dans des milieux précis. Je pense qu'il y a davantage de gens qui travaillent là-dessus. Il y a une conscientisation maintenant qui est plus grande. On le voit, ça touche davantage de gens. Je voulais juste faire apporter cette information-là. Ceci dit, bien évidemment, dans les références, il y a Capsana avec la campagne Pose ton écran. Là. Il y a un site où l'information est mise à jour, il y a des outils pour les parents, les intervenants. Donc, c'est un partenaire vraiment privilégié dans cette problématique-là. Il y a la Maison Jean Lapointe qui offre des ateliers sur l'hyperconnectivité depuis plusieurs années. Il y a maintenant Bien-être numérique aussi, là, Fondation Le Ciel, qui aussi vont faire des ateliers qui ont des capsules vidéo, qui font toutes sortes de choses aussi de bonne qualité et qui, maintenant, je pense qu'ils commencent à travailler au niveau même des jeunes du primaire aussi, là, parce que, bon, l'exposition aux écrans commence jeune. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Fondation Addiction Suisse, c'est intéressant parce que ça se passe en Europe. Eux aussi là, ont des informations intéressantes. Il y a Abilo Média, le Centre canadien d'éducation aux médias, qui a aussi des outils, toutes sortes d'informations. Donc, je vous invite à aller voir ces organismes-là, ces sites-là. Et puis au niveau de l'aide comme tel, bien évidemment, le site Jeux Aide et références qui maintenant travaille sur la dépendance aux écrans. Donc, c'est un site ou une ligne d'écoute là, pour les jeunes et moins jeunes, donc qui font un travail aussi. Évidemment, les centres de réadaptation en dépendance, nous, c'est Montréal, donc probablement que ça s'offre ailleurs aussi. Donc, je vous mets les coordonnées. Donc, vraiment, jeunes, autant adolescents que adultes, intervention auprès des joueurs, de leurs proches pour les jeux de hasard et d'argent, mais aussi pour l'utilisation problématique d'Internet. Et en fait, Tel Jeune, qui est un classique aussi, là, où il y a de l'information destinée aux jeunes et aussi pour soutenir les parents, les intervenants. Il y a des choses sur les écrans maintenant dans cet organisme-là. Donc, il y a peut-être d'autres là, qui pourront être ajoutés peut-être dans le suivi que Réseau Réussite Montréal fera, mais moi, je voulais quand même vous en pister quelques-uns pour ne pas vous laisser comme ça. Voilà, c'est ce qui met fin à la présentation. Et puis, ben, on va continuer. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Puis, Jean-François, un grand merci là, pour ce tour dans toutes ces données là, qui nous permettent de bien mettre à plat quand même où on en est là, dans euh, la- le rapport aux écrans de nos adolescents montréalais, là, puis de comprendre où il y a des zones de vigilance, mais aussi où c'est aussi utile et positif pour eux, hein, parce qu'il y a tout le temps il y a toujours un contrepoids là, dans ces situations-là. Donc, merci de nous avoir guidés là, dans cette lecture-là des données. C'est super apprécié. Maintenant, cette enquête-là arrive dans un contexte aussi particulier où on entend le ministre M. Carman parler de ses intentions, la demande du Parti québécois de légiférer, plusieurs chroniqueurs. Donc, on va avoir une discussion un peu pour parler un peu aussi du contexte dans lequel ces données-là là, voient le jour. Mais juste avant d'entamer cette discussion-là, puis ensuite de ça, on ira avec vos questions continuez, là, si vous avez des questions, là, c'est le temps d'utiliser le module questions-réponses. Ça va nous faire plaisir là, dans le dernier segment de prendre un bon temps d'échange là, autour des questions que vous pourriez avoir.
Donc, Mireille, si tu peux, s'il te plaît, envoyer à l'écran notre question. Donc, pour approfondir un peu d'autres aspects complémentaires là, à la lecture des données, au Québec, quel est l'âge légal minimal pour utiliser les médias sociaux? Encore un grand merci de votre participation. Là. Je pense que Mireille, on peut partager le résultat. Donc, euh, ici, eh bien, la bonne réponse, c'est 14 ans. Moi aussi, je l'ai appris en préparant ce webinaire. J'étais convaincue que c'était l'âge demandé par par les plateformes, mais non, non, l'âge légal au Québec, c'est 14 ans pour détenir un compte Facebook, Instagram, TikTok. 13 ans pour YouTube, c'est pas mal aussi probablement en lien, on en discutait avec l'âge légal de consentement aussi, hein, donc au Québec, c'est 14 ans. Donc, merci beaucoup encore une fois de votre participation. Et puis, donc, Jean-François, j'aimerais un peu qu'on discute là, justement de l'encadrement légal, là, de l'utilisation des écrans. Là. On entend que le gouvernement considère légiférer autour de l'encadrement de l'utilisation des écrans. Vous, là, qui vous consacrez à cette question-là depuis plusieurs années, vous en pensez quoi? Ben, c'est sûr que, en fait, je vais faire un petit retour sociologique, là. Je vais répondre, là, mais comme tel, ce qui était important de voir, c'est que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de préoccupations qu'actuellement, là. Donc, ça, c'est une des choses. Mais il y avait aussi, l'Internet à l'époque n'était pas a beaucoup changé. La culture, je me souviens, il y a eu un moment où il y avait une forme d'utopie, un petit peu comme Internet était pour rendre le monde plus démocratique, plus participatif. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas connu ça maintenant, qui n'ont pas connu ça à ce moment-là, mais pour ceux qui ont vu un petit peu comment ça se passait, puis est arrivé le Web 2.0, puis là, les journaux ont commencé à mettre des commentaires en dessous. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte que Internet n'est pas mieux que le monde le monde virtuel n'est pas mieux que le monde non virtuel. C'est les mêmes gens qui l'investissent. Et Mhm, maintenant, il y a beaucoup de journaux qui ont coupé les sections de commentaires parce que c'était rendu tout le temps les mêmes qui répondaient. Il y avait beaucoup d'abus. Il y avait comme un manque, étant donné qu'il n'y a pas le même. Quand on est anonyme, tout le monde le sait, là, c'est facile de dire des choses qu'on ne dirait pas si on est en présence. Il y à a moins tout de filtres. il y a moins de filtres et tout ça. Puis bon, il y en a qui se laissent aller beaucoup, là. Mais fait qu'il y a quand même donc, ça veut dire que c'est que le monde virtuel commence à ressembler de plus en plus au monde non virtuel. Et puis, il y a quand même deux choses. C'est que c'est difficile de réglementer Internet parce que c'est moins localisé, hein. Ça peut être un petit peu Mm. partout. Donc, il y a un enjeu de contrôle qui est plus difficile peut-être à appliquer. Donc, c'est sûr que dans le cadre si on veut légiférer quoi que ce soit, il faut tenir compte de certains défis de législation et de fonctionnalité, de capacité à restreindre et à faire les choses. Sauf que c'est clair que maintenant, on n'a plus la même impunité sur Internet qu'on avait là, 15 ans. Là. Donc, on est plus responsable, tout le monde le voit maintenant. Donc, pour répondre, donc, c'est cette petite mise en contexte, juste pour dire en fait que ça peut être correct de légiférer, mais en fait, lorsque cette nouvelle-là est sortie, c'est sûr que nous, ce qu'on a eu comme, bon, moi, ce que j'ai eu de retour des gens qui me connaissent, qui me croisent, c'était, oui, mais là, on n'est pas, c'est pas de l'ingérence dans les familles et tout ça, mais en fait, on ne sait pas c'est quoi encore. Est-ce que si c'est pour amener une réglementation pour que ceux qui font la conception de logiciels ou de plateformes destinées aux jeunes soient obligés d'avoir disons, des paramètres pour ne Mhm. pas que ce soit sans risque pour les tout petits, ben c'est correct de légiférer à ce moment-là. Fait que, dans le fond, on aurait besoin de plus d'informations sur qui, à qui s'adresseraient donc, ces lois-là, La, ces règlements-là. la législation, Oui, c'est ça. sur quoi Merci. et pour qui?
sur quoi et pour qui. Donc, ça, c'est pas très clair. Mais ceci dit, comme l'intention de le faire, si c'est fait dans un processus de réflexion avec des experts, puis que c'est bien fait, je pense que ça va aller sur le sens que éventuellement, il va falloir que ce monde-là virtuel soit régi de règles également, là. Donc, Parce au-delà de la législation, il y a des règles du vivre ensemble. oui, Donc, c'est ça, exactement. Puis en même temps, pour les produits, là, est-ce qu'on veut s'assurer que les jeunes qui sont plus vulnérables soient moins exposés à certains types de contenus et tout ça? Et bon, donc à ce moment-là, je pense que l'intention est bonne. Maintenant, c'est le comment, puis le pour qui, puis c'est ça. Donc, mais il y voilà. aurait quand même un besoin. C'est-à-dire que malgré la complexité, c'est pas non plus loufoque de penser qu'il y a une nécessité d'encadrement, là. Non, c'est pas loufoque, puis c'est juste que peut-être qu'il va falloir se doter de comités pour que ça puisse se faire, là. Voilà. Ah, je comprends, comprends. Dans l'actualité récente aussi, on a beaucoup, beaucoup entendu euh, de liens, là, de causalités qui ont été faites entre le développement des enfants, l'exposition aux écrans, là, grandir avec les écrans, dans les écrans, le nuire au développement cérébral, social. On dit qu'il y a mis des milliers d'années à se construire. Là, on est en train de défaire dans le cerveau ce qu'on a mis des milliers d'années à construire. Les jeunes ont besoin de jouer dans le réel pour se développer, plonger, là, c'est toutes sortes d'extraits, là, plonger très jeune dans le virtuel, c'est anxiogène à plein d'égards. Là, on parle aussi, là, c'est ça, de l'anxiété là, qui augmente avec la consommation des médias sociaux. Que c'est la recherche sur ça très précisément? Puis qu'est-ce qui reste à établir? C'est-à-dire il y a des affaires où la recherche est en développement, où on commence à avoir une plus grande compréhension, mais qu'est-ce qui reste encore à mieux comprendre là, par des données probantes? Ben, moi, le premier mot qui me vient, c'est ça prend de l'humilité. Dans le Mm. sens que on n'a pas toutes les réponses. Moi, là où je suis content, c'est de voir qu'il y a vraiment une meilleure prise de conscience des impacts des écrans, de la place que ça prend dans nos vies à plusieurs égards. Pour quelqu'un qui, ça fait des années qu'il travaille là-dessus, c'est le fun de voir. Moi, j'ai pas besoin. Quand la dernière étude qu'on a sortie, ça parlait déjà des écrans. Donc, bon, on a eu beaucoup de demandes et tout ça, mais l'idée, c'était pas de venir faire parler, c'était de venir nourrir, d'apporter notre petit grain de sel là, dans ces connaissances-là, dans ce qui se fait. Donc, ça prend, je voudrais, ça prend un peu d'humilité parce que la technologie évolue très, très rapidement. Et ce qui est particulier avec les écrans, c'est que les gens ne sont pas des spectateurs. Ils se développent, ils s'approprient ces technologies-là, puis ils se créent des choses qui ne sont pas Mm. prévues nécessairement par C'est pas comme développer de la tarte au sucre, en mangez-vous pas. Là, on n'est pas là du tout. Je veux dire, le phénomène des YouTubers n'a pas été nécessairement prévu. C'est des gens qui ont commencé à faire ça. Après ça, l'industrie s'adapte. Fait qu'il y a une interaction et des ajustements. Donc, ça devient un peu difficile des fois de suivre en temps réel tout ce qui se passe. Donc, l'humilité par rapport à ça. Mais par rapport aux connaissances, je dirais, là où il y a un consensus très clair, c'est lorsque l'utilisation est intensive ou lorsqu'il y a une surexposition. Puis là, je reviens à mon modèle que j'ai présenté, que les enjeux de santé changent en fonction de l'âge. Oui. Donc, il y a ça. Donc, il y a un consensus. Il faut quand même essayer de limiter l'utilisation intensive puis la surexposition, surtout à des très jeunes âges. C'est clairement démontré là, de plus en plus. Donc, on a avancé là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup l'aspect neurologique, là, les impacts neurologiques sur le cerveau qui est mis de l'avant. Ce n'est pas là-dessus qu'on est le plus fort. Je vous dirais qu'il y a des études maintenant longitudinales qui montrent vraiment qu'il y a des impacts sur le développement. Donc, le développement langagier, le développement global. Et maintenant, on a des liens de causalité qui commencent à être établis, ce qu'on manquait avant. OK. Donc, on a avancé là-dessus. Pour le reste, ben, je vous ai montré des données aujourd'hui, donc c'est quand même assez bien établi, là, les impacts. Mais ce qui reste à établir, c'est, puis nous, on n'a pas réussi à le faire là, mais je pense que des recherches spécialisées vont pouvoir regarder quel type d'utilisation entraîne quel type d'impact et tout ça. Puis, heureusement, au Québec, on a quand même des services d'aide qui, Mm. malgré que ce n'est pas encore reconnu par toutes les grandes organisations, on sait que dans l'usage, il y a des gens qui souffrent et il y a des Ouais, c'est ça. services qui sont là. Donc, On je voit vous bien que donne, des jeunes ont besoin de soutien au travers de tout c'est ça, ça. là.
Puis ce qui est inquiétant dans une perspective de santé publique, c'est quand même, on voit là, il y a une étude qui montre quand même que les jeunes, leur capacité cardiovasculaire est moins bonne que les jeunes de là, 35 ans. Là, tu sais. Donc, c'est clair que les écrans est un déterminant là, au niveau de l'activité physique. Puis là, là-dessus, Sédentarité et d'autres. Ça, c'est ouais, vrai. c'est inquiétant quand même de ce côté-là. Fait que je vous Mhm. dirais que la prise de conscience est là, les données avancent, mais humilité quand même au niveau scientifique. Voilà. Merci. J'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions là, de nos participants. Euh, Quelle serait votre plus grande recommandation aux parents, intervenants, éducateurs qui s'inquiètent de l'omniprésence des écrans dans le quotidien des enfants? On l'a vu, hein, la préoccupation de l'entourage là, est encore quand même si c'est en baisse, c'est quand même très haute. Là. Les jeunes l'indiquent là, que leur entourage est inquiet, donc ils le sentent bien. Là. Oui, Voilà. oui, absolument. Ben, en fait, je pense qu'elle est plutôt en hausse, mais en tout cas, peu Ah, importe, OK, oui. on peut être encore très importante. Disons Oui, qu'elle oui, est encore oui, très importante. Puis, je pense qu'il y a une autre étude là, qui est sur la parentalité qui a été faite, je pense, par l'ISU, l'Institut de la statistique du Québec, qui montre qu'une des la plus grande préoccupation, je pense, c'est l'utilisation des oui, écrans. c'est vrai, effectivement. Ouais, donc, c'est ça. Donc, c'est clair, mais c'est sûr que c'est aussi ça parce que ça prend de la place. Là. C'est dérangeant aussi. Là. Mais euh, en termes moi, je dirais, c'est une des choses à ne pas perdre en compte, à ne pas perdre de vue, en fait, là, c'est vraiment, je l'ai nommé, mais il faut il faut comprendre l'expérience des jeunes. Donc, c'est sûr que si on s'adresse aux jeunes puis qu'on leur dit lâche ton écran sans offrir d'autres choses ou même lâche ton écran, c'est peut-être pas la bonne façon d'approcher. Et je pense qu'il faut tenir compte il faut s'intéresser à ce que ça représente pour eux. Et puis là-dessus, il y a de la littérature là, qui est intéressante aussi. Il y a une thèse qui a été faite par Emmanuel Parent, là, où la parole, on voit comment les jeunes parlent de leur utilisation, puis on voit comment ils le font. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue l'expérience positive et négative des jeunes. Ça, ce serait, dans tout ce qu'on fait, faut s'intéresser à ce qu'ils font, faut C'est parler à ça. eux faut leur parler de façon, disons, intéressée, mais aussi en comprenant qu'ils font beaucoup de choses, c'est dans leurs habitudes de vie. Donc, ça, Mm. c'est une des choses qu'il ne faut pas perdre en compte. Puis l'autre bout, c'est, je sais que c'est pas toujours agréable, mais euh, le problème ne se réglera pas si on y fait pas face. C'est-à-dire que si on parle à nos jeunes et tout ça, mais en même temps on détermine des règles peut-être avec eux dans la Mm. famille, justement, de pas d'écran quand on se couche, et qu'on comprend bien pourquoi. C'est jamais facile là, à faire, mais ça prend un cadre et c'est ce qui est le plus efficace. D'ailleurs, je pense que c'est Caroline Fitzpatrick là, qui regardait les différentes façons de faire pour amener, qu'est-ce qui est le plus efficace pour amener une utilisation plus Mm. équilibrée. Puis c'est vraiment à partir des approches un petit peu plus, le mot qui me vient en tête, c'est coercitive, là, mais c'est pas ça c'est pas le terme qui est utilisé dans son étude, mais c'est autrement dit, c'est vraiment de travailler sur le cadre, là, C'est établir un cadre et s'y tenir. oui, c'est ça, exactement. Et c'est pas toujours le fun. Puis, évidemment, le message qu'on envoie là, quand on est dans une maison de jeunes, par exemple, tu sais, Oui. d'avoir une petite zone sans écran, avoir un défi de déconnexion, tu sais, de montrer que c'est correct de pas utiliser, de faire de la déconnexion, de faire autre chose. Puis, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être mieux reçu. Voilà. Et j'imagine que l'adulte doit aussi donner l'exemple. Ah, ben, tu m'enlèves les mots de la bouche, absolument, oui, c'est absolument. Je pense que, parce qu'on se questionne sur les jeunes, mais moi, quand je me promène dans le métro, Ouais. ce que je vois, c'est pas plus reluisant. Ce qui est bon pour eux est bon pour nous. C'est Oui, c'est pas. ça. Ouais, merci, André. OK, super. On va maintenant passer à la période de questions. Je crois qu'on a eu plusieurs questions, là. J'en ai vu dans le module de conversation, puis dans les questions-réponses. Alors, Ginette, peut-être une première question? Oui, bonjour Jean-François. La première question, en fait, il y a deux ou trois personnes, quand vous avez montré un peu le type d'utilisation des écrans, et il y a deux, trois personnes qui ont dit TikTok, il est où? Est-ce qu'il est dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est dans les vidéos? Donc, je ne sais pas s'il y a une façon peut-être de l'identifier, parce que ça semblait être une préoccupation pour les gens. C'est très méthodologique, là, mais où est-ce que vous l'avez classé? Ben, en fait, ma réponse à ça, ce serait euh, c'est un des enjeux euh, quand on essaie de mesurer un petit peu, de savoir le type d'utilisation qu'ils font. Quand je dis qu'ils font un peu de tout, que c'est pas clair, c'est rendu des vases communicants.
Donc, c'est sûr que le visionnement de vidéos, ben, tu sais, c'est Netflix, YouTube, c'est vraiment ça. Donc, les catégories sont malheureusement pas aussi claires. Donc, la question est bonne. Donc, notre étude est imparfaite à cet égard. TikTok, nous, on l'a mis dans les médias sociaux parce que c'est souvent les gens qui vont, c'est plus personnel là, comme tel, là, c'est qui est posté, mais quoique maintenant, c'est rendu moins vrai. Mais je dirais, de façon générale, comme on l'exprime, c'est consulter ou interagir. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu passes ton temps à scroller et tout ça? Et là, ben, évidemment, tu vas noter tout ça. Tandis que donc, ce bout-là, c'est une excellente question. Nous, on l'a mis dans médias sociaux, TikTok, mais effectivement, c'est aussi du visionnement de vidéo. Donc, si le jeune, lui, il dit, moi, c'est je fais du visionnement de vidéo, puis il le considère, il l'a peut-être mis dans le visionnement de vidéo. Donc, c'est un petit peu imparfait. Et bonne question. Ouais. C'est selon l'interprétation du jeune, c'est ce que je Oui, comprends. c'est ça. Est-ce que, dans le même ordre d'idées, il y avait des gens qui s'inquiétaient étant donné que c'est de l'autoproclamation, est-ce que vous considérez qu'il y a peut-être des jeunes qui ont sous-estimé leur temps d'écran, que ça pourrait être plus de 5 heures ou... Donc, je ne sais pas, c'est peut-être difficile pour vous de répondre, là, mais il y avait des gens qui étaient Non, non, préoccupés par non. rapport à Non, ça. je pense que c'est la même chose pour l'ensemble tu sais, ça fait des années et des années qu'il y a des études sur, disons, sur différentes choses au niveau qui sont autodéclarées par les individus. Puis cette question-là, elle revient toujours. Il y a des indicateurs qui sont plus. Par exemple, quand on demande la consommation de fruits et légumes, puis on dit à la personne, ben, c'est une main. Une portion, c'est comme remplir ta main ça, c'est une portion de fruits et légumes. Combien tu en manges? Ben, tu sais, c'est des données qui sont imparfaites, là. Les données sur le temps d'écran, ce qui nous permet ça se peut qu'il y ait une sous-estimation. Ça se peut des fois, c'est pour ça qu'on y va par des écarts, parce qu'il n'y a personne qui est capable de nous dire je fais 1h28, 1h30, on leur donne. Ce que ça nous permet de voir, c'est de différencier nos grands utilisateurs de nos utilisateurs qui en font de façon plus modérée. De façon générale, je vous dirais qu'on a assez confiance que les jeunes nous donnent. Il y a une possible sous-estimation du temps d'écran. D'un autre côté, il y a d'autres façons de poser la question qui amènent à une surestimation. Si on pose trop de questions et que les jeunes sont obligés de répondre à un moment donné, on ne peut pas les superposer, les différents temps d'écran. Donc, c'est une estimation imparfaite, tout à fait, mais ceci dit, les données sont cohérentes, là. Ça rejoint ce qui se fait par d'autres études, là. C'est la façon de faire imparfaite. Mais oui, il y a possiblement des jeunes qui sous-estiment, mais au global, comme on a un grand nombre, ça nous permet de faire des comparaisons populationnelles. Puis c'est la limite du temps d'écran que je mentionnais un petit peu, c'est-à-dire que euh, c'est un indicateur qui est imparfait, comme l'indice de masse corporelle est imparfait, il fonctionne pour 70 pour 30 ça fonctionne moins bien. Donc, encore une fois, ici, je parlais d'humilité de la science, là, ben, encore une fois, ça en est une belle démonstration. Merci. Il y a une question peut-être là, sur le chat qui est un petit peu plus technique, là. L'âge légal de 14 ans, est-ce que c'est enchâssé dans une loi? C'est où ça a été identifié comme étant... Non, ça c'est nous qui avons... t'as pas Jean-François, vous n'avez pas... Non, moi ce que je vois, là, je sais que pour puis c'est peut-être indirect, là, mais ce que je vois, c'est que pour nous, pour mener les études, normalement, c'est le consentement Non, c'est parental, ça. là, c'est à partir de 14 ans. Donc, là, je ne le sais pas, mais honnêtement, moi, je ne pourrais pas répondre à cette C'est que- question-là. c'est bon. OK, il y a des gens aussi qui disent, ben, c'est le droit de signature des enfants. Donc, bon. Merci. Donc, le groupe permet je pense que c'est une petite question qu'on va devoir recreuser, là. On verra comment on éclaircit cette question. Dans le module conversation aussi, on avait un intervenant qui nous demandait ce que vous pensez. Que pensez-vous de l'interdiction des écrans cellulaires dans les salles de classe du Québec? L'école ne serait-elle pas une bonne place pour éduquer les jeunes par rapport aux écrans? Donc, l'interdiction versus l'éducation. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que l'enseignant peut toujours le permettre. C'est interdit, sauf si l'enseignant souhaite en faire l'usage.
Ben, c'est ce que j'ai compris également. Euh, En ce moment, c'est clair que dans ce cas-là, puis c'est drôle parce que l'Ontario vient juste de mentionner qu'il était pour interdire aussi, Oui. là, un petit peu de la même façon, sauf lorsque que l'enseignant Souhaite bon, en faire juge un nécessaire usage. et tout Ouais. ça. Donc, voilà. Donc, et puis évidemment, c'est amené comme d'arrêter les distractions. Fait qu'on est plutôt dans une. Moi, c'est sûr que je suis un intervenant de santé publique, donc je privilégie la santé, c'est plutôt ça Ouais. mon champ d'études. Mais comme tel, je pense que c'est plutôt amené comme, dans le fond, l'appareil personnel, c'est de la distraction, donc ça aide Ouais, c'est pas. ça. Donc, je pense que On c'est est tout à encore dans les fait. règles de vivre ensemble, les règles du vivre Oui, puis je ensemble. pense que si ça nuit à la gestion des classes, si ça nuit aux apprentissages, ça m'apparaît justifié. Moi, je ne peux pas le justifier sur des paramètres de santé à ce stade-ci, mais sur des paramètres éducatifs où Ouais, je je pense que comprends les bien. gens peuvent le faire, là. Ouais. Merci. Ginette, est-ce qu'on a d'autres questions? Je retourne dans mes questions. Il y avait quand même une question, et je crois que je l'avais posée lors du premier webinaire, mais il y avait quand même des gens qui étaient préoccupés sur c'est l'œuf ou la poule, là. Donc, les jeunes qui consomment beaucoup d'écran ont un sentiment peut-être de mal-être, mais est-ce que le mal-être enchaîne aussi une utilisation élevée d'écran? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne un peu de réponse à cette question? Oui, en fait, bon, il y a plusieurs pistes de réponse. C'est sûr que c'est multifactoriel. Les écrans, là, c'est pas comme si on t'injecte un produit on te fait une injection d'écran, là. C'est dans un contexte psychosocial, culturel et tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, c'est pas simple de déterminer des liens de causalité. Ceci dit, il y a des nouvelles études encore une fois, chez les tout petits, là, chez les jeunes, là, Hmm. il y a des études longitudinales qui montrent qu'il y a une partie, mettons, des retards qui s'expliquent, qui seraient causés par les écrans. Donc, il y a les études là, sur les tout petits, les enfants, là, c'est plus clair là-dessus. Je sais que chez les adolescents, il y a des travaux qui montrent qu'au niveau de l'anxiété, il y a un effet donc, de causalité de l'écran, mais qui prend boucle. Donc, c'est pas faux. C'est comme si, il y a un déclencheur et puis après ça, il y a un effet de boucle Hmm. également au niveau de l'anxiété. Ceci dit, j'invite quand même les participants à regarder les données qu'on a présentées dans le web, dans la présentation que j'ai faite où on voit quand même, en médecine, on parle des fois d'un effet dose-réponse. Ça veut dire que plus il y a de temps d'écran, plus les impacts augmentent. Et ça, des fois, Hmm. ça sous-tend un certain lien de causalité quand même. Fait que je vous dirais que c'est quand même encore l'œuf et la poule, Hmm. et que sur certains points, à cause des algorithmes, des fois, qui vont peut-être volontairement ou involontairement, parce que l'algorithme est programmé pour te faire passer du temps, euh, te faire passer un peu plus de temps sur le site ou de faire utiliser davantage l'application. Donc, c'est optimisé pour ça. Et donc, évidemment, lui, il ne fait pas la différence entre si ça te fait du bien ou si ça te fait du mal. Donc, évidemment, l'algorithme, il fait son travail et ça peut causer un problème à ce niveau-là. Donc, on est un petit peu là-dedans, là. Merci. Ginette, une autre question? Oui, ben peut-être vous avez déjà désagrégé les données garçons-filles. Il y avait quelqu'un qui se posait la question Hmm. s'il y avait aussi la catégorie non genrée. Je pense que s'il y en avait une, vous l'auriez dit, mais est-ce qu'il va y avoir des corrélations aussi par rapport aux données, si c'est des écoles, si des jeunes provenant de l'école publique ou privée, par rapport au quartier où ils habitent, par rapport à l'origine culturelle? Donc, je ne sais pas si les données sont rattachées à ces indicateurs-là. C'est à vous de voir. Non, en fait, on a malheureusement, c'est la beauté de l'étude qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de le faire rapidement. Et vous comprenez que quand le temps d'attention pour que les jeunes nous donnent des réponses qui ne sont pas de n'importe quoi, là, puis on a vu que les jeunes étaient contents de répondre parce que c'était quantitatif, mais des fois, il y en a qui ne pouvaient pas se retenir de nous noter des choses à la fin. Donc, on voit que ça a été pris au sérieux par nos répondants. Ça, c'est une bonne chose. Mais on avait certaines informations dans une partie de notre échantillon, puis pas dans l'autre. Donc, on a vraiment dégagé un portrait général, rapide des choses. Et malheureusement, là, il y a des choses qu'on ne peut pas fouiller. Pour le non-genré, c'est quand même, il y a peut-être
on avait quand même la possibilité de répondre, là, et je pense qu'il y a moins d'1% là, qui répondait là, autre. Donc, il n'y avait pas moyen de sortir de profil. Ça prendrait, peut-être ça pourra se faire dans des grandes études là, avec beaucoup plus de répondants ou des études spécifiques qui portent sur ces populations-là. Mais malheureusement, là, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin. Peut-être que d'autres pourront le faire plus tard, là. Ouais. Jean-François, j'ai une petite question complémentaire. Là, il y a quand même l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire qui a pris des mesures. Est-ce qu'il va y avoir des mesures là-dedans sur le temps d'écran? Est-ce que vous le savez? Oui, Yvan, absolument. Ben, moi, je ne peux pas trop en parler. Oui, non, mais au En niveau fait, du question. oui, Ouais. oui, en fait, je sais qu'il va y avoir des données sur le temps Donc, on va d'écran, avoir là. des informations plus complémentaires avec des Peut-être, informations oui, complémentaires à suivre. à suivre, oui. OK, à suivre, c'est bon. Ginette? C'était un petit Euh, teaser, là, c'est pour se dire, ah, ça oui, s'en vient l'an prochain, là. On va avoir aussi encore d'autres résultats. Parfait. Ginette? oui. On a bien compris que vous aviez gardé le 5 heures et plus là, pour la cause, pour faire la même mesure avec la pandémie et aujourd'hui, là, mais il y avait quelqu'un qui se disait, est-ce que c'est possible de voir les résultats? On parle de la diapo d'impact sur les 5 heures et plus et moins, là. Donc, d'avoir un tableau qui distinguerait les utilisateurs non intensifs avec les 5 heures et moins et les 5 heures et plus pour voir s'il y a une grande différence entre le 5 heures et moins et le 5 heures et plus, le 4 heures et le 5 heures et plus. Donc, c'est vraiment encore là, c'est des questions de méthodologie ou d'essayer de creuser un petit peu plus, là, de voir les distinctions entre le nombre d'heures d'utilisation. Oui, ben moi, comme on est obligé de garder. Faut voir, la pandémie était vraiment une situation d'exception. Hmm. Puis on est obligé de fonctionner avec la distribution du temps dans notre échantillon. C'est-à-dire que si on baisse à 4 heures, on ne pourra plus avoir des comparaisons. Il va y avoir tellement, la morceau de tarte va être trop gros pour pouvoir bien le différencier. Donc, si on n'est pas capable d'aller dans nos 4 heures, disons, il y a aussi le nombre de répondants. Là, on est à 1000, on n'est pas à 13 000, à 15 000. Là. C'est aussi un des paramètres. Mais en ce moment, je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Là. Il y a quand même des données. Je pense qu'il y a d'autres études qui vont revenir parce que je me suis fait questionner là-dessus par d'autres chercheurs de pourquoi le 4 heures, le 5 heures, ils se questionnaient eux aussi. Puis avec les paramètres que je leur ai donnés, je pense qu'on peut continuer avec le 4 heures dans les grandes enquêtes. Mais là, dans cette situation-là, on n'irait pas plus loin, là. C'est vraiment de montrer en fait que la surexposition amène. L'idée, c'est de montrer que quand on en fait beaucoup, il y a un impact sur la santé. Ouais. C'est vraiment ça qu'on voulait démontrer. Donc, malheureusement, là, pour l'instant, on ne pourra pas aller plus loin. On aurait le temps d'une dernière question. Il m'en resterait une, justement. Donc, c'est en tout début de rencontre où vous parlez des stades de développement des jeunes. Puis, il y avait Cassandra Fortier qui disait, sans banaliser les enjeux de santé chez les jeunes de 18 ans et plus, pourrions-nous dire que de tenir compte de la vulnérabilité des plus jeunes serait la meilleure stratégie? Donc, Ben, pour moi, c'est pas très. Ben, en fait, je pense que la stratégie, quand on est en santé publique, là, il faut, on s'intéresse à. Faut s'intéresser à tout le monde. C'est pas par exemple, il y a des problèmes. En ce moment, on sait le logement, là, je suis vraiment pas un spécialiste de ça, mais on voit quand même qu'il y a des impacts là, de la crise du logement sur un paquet de choses. Donc, c'est clair que en santé publique, c'est préoccupant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas. C'est un petit peu la même chose. Je pense que c'est clair que les données en ce moment, puis je sais qu'il y a des organisations là, qui sont en train de travailler, de préparer des choses parce que les tout petits, là, les enfants, c'est quand même une cible prioritaire parce qu'ils sont en développement, développent leurs habitudes de vie. Donc, je suis d'accord qu'il faut peut-être travailler là-dessus. Mais en même temps, si les parents ont des mauvaises habitudes numériques, on n'atteindra pas cet objectif-là. Fait que je pense qu'il y a comme un travail d'ensemble quand même à effectuer, là. Merci, merci beaucoup. Bon, c'est ça là-dessus qu'on termine notre webinaire ensemble. Jean-François, encore une fois, un très grand merci d'avoir pris le temps là, de partager avec nous ces résultats-là pour notre conversation, afin de situer ça dans le contexte actuel. Là, ça
parce que c'est important de bien placer ça dans ce qu'on sait, puis ce qu'on ne sait pas, puis ce qui est émergent, puis qui va être des grandes tendances à prendre en compte, et puis d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions là, de nos participants. Donc, on est vraiment très reconnaissant là, du temps que tu as pris avec nous ce matin. À vous tous, chers participants branchés avec nous, je vous rappelle que vous allez recevoir un dossier documentaire avec le lien de revisionnement, la présentation, des liens à l'enquête complète, puis des liens utiles. Donc, vous allez recevoir ça par courriel avec également un lien pour évaluer cette rencontre de ce matin. C'est important pour nous. On vous invite à le compléter. Ça nous permet de nous améliorer. On aime ça vous lire. Alors, si vous prenez le temps de remplir notre évaluation. Donc, sur ce, on vous remercie. On vous souhaite une excellente fin de journée, un beau mois de mai qui s'amorce. Et puis, à très bientôt.